So, dear colleagues, chers collègues, donc, bonjour à tous et à toutes et à tous, voilà. Donc, je suis très heureux, très honoré de présider cette séance de la matinée et donc de présider cette conférence plénière du professeur Christophe Hafsmeyer, donc de l'Université de Copenhague, qui va nous parler de la longue histoire du Thesaurus Linguae Sericae, donc The Long History of Thesaurus Linguae Sericae, donc TLS, autrement dit. Donc, chers collègues, eh bien, je sais que vous nous entendez, moi je vous vois aussi. Bon, ben écoutez, je vous laisse la parole, par conséquent. You have the, you have the, you have the word, dear Christophe. Bon, chers collègues, bonjour. Je ne suis pas sûr si ça sera en français ou en anglais, on verra. Bon, je vous parle d'un Thesaurus Linguae Syriaque inspiré du Thesaurus Linguae Grecque et latiné que j'ai fait les derniers 30 ans. J'ai travaillé là-dessus avec beaucoup de monde et je voudrais bien vous donner une petite introduction contrastive aux autres thésaurus et dictionnaires des langues. Bon, la chose, elle est au fond aussi très chinoise et la calligraphie en Chine joue un rôle totalement différent du rôle de la calligraphie dans les autres langues du monde. Ça m'intéresse comme un trait contrastif où la Chine et toutes les langues de l'Europe sont totalement différents. Une passion pour la calligraphie, dont vous voyez ici un exemple assez remarquable d'un des plus grands philosophes chinois, M. Pang Pu, qui a participé dans notre projet. Alors, ce qui nous a intéressé dans ce projet, c'est une comparaison entre l'onomasticon de M. Julius Pollux et le Arya, 400 années plus tôt, plus ancien, aussi un dictionnaire de synonymes. Et ce qui nous intéresse, c'est la différence, c'est la comparaison. On peut dire aussi tout simplement la juxtaposition de deux travaux très importants. Pour le Julius Pollux, j'ai une édition où il y a tellement de textes et tellement de commentaires que j'ai pu acheter à Copenhague. Et pour le Arya, j'ai une collection de commentaires qui sont comme ça. Hein. Ce sont 6 volumes énormes, plus de 1000 pages par volume. Bon, alors, il y a quelque chose à comparer et on a voulu faire cette comparaison, cette juxtaposition. On a noté que sur le plan du grec, synonymie, Monsieur Pion a eu une importance tout à fait dominante jusqu'à présent. C'est le seul chef-d'œuvre, on peut dire, sur les synonymes au sens que nous le faisons sur le chinois. Il y a aussi M. Henri Schmidt, synonyme der griechischen Sprache, mais cela obsède sur l'étymologie des questions qui ne sont pas au centre de nos études. Bon, alors, dans cette juxtaposition
des synonym groups, des champs sémantiques. Pour nous, c'est très important que nous donnons à un plus grand public que le public des sinologues ou des sinophiles ou des gens qui peuvent lire le chinois, donner à eux un système de répertoire conceptuel qui donne la possibilité de comparer en détail les répertoires conceptuels du grec et du chinois, et en fait, on verra aussi du français, parce qu'il y a tellement de synonymies en français, et du russe, où la synonymie est est étudiée à un niveau le plus avancé dans ce monde, à mon avis. Bon, on se base là sur Paul Chantraine, dictionnaire étymologique, et Arnoux, dictionnaire étymologique, parce que cela donne l'histoire des mots. Et c'est ça qui nous intéresse, l'histoire des mots. Et on veut bien comparer M. Carl Darling-Buck, Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages, c'est notre Bible, un truc extraordinairement avancé, pour nous, parfait, pour comparer les répertoires chinois au répertoire indo-européen. Donc, c'est idéal pour nous, mais manque là totalement une ontologie systématique, une taxonomie des champs qui sont présentés dans ce livre. Donc, nous sommes vachement plus ambitieux, si vous voulez, que Carl Darling-Buck, mais, et ici c'est crucial, partout dans notre dictionnaire, toute analyse en champ sémantique est directement comparable et directement liée au champ sémantique discuté dans le Carl Darling-Buck, où cela est possible, où il a un champ, nous sommes liés à ce champ, dans ce que nous disons du chinois. Ce qui m'a intéressé et qui m'a passionné les derniers 30 ans, c'est le travail de Georges Matoré, le vocabulaire, pas seulement de la société médiévale, il y a 3 volumes que moi j'ai chez moi et qui sont parfaits pour nos juxtapositions des répertoires. Mais partout ici, ce qui manque dans les études européennes, c'est totalement la taxonomie systématique, linéenne, comme le biologiste Linnaeus, la taxonomie linéenne systématique, où les champs sont jamais dangling in mid-air ou alphabétiques ou quelque chose d'absurde comme ça, mais où ils sont organisés logiquement dans un système. Alors, en plus, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement les répertoires synonymiques, c'est aussi les systèmes de polysémie. Par cela, je pense au fait que chez nous, dans le Thesaurus Linguae Cerecae, toute signification d'un mot, toute façon de l'employer aura un
path de derivation qui mène à la signification basale, basic meaning, où cela est possible. Donc, on n'a jamais une présentation 1, 2, 3 à 90, signification d'un mot, on a toujours une taxonomie des significations qui sont dérivées de l'un de l'autre, et cette dérivation, elle doit être toujours labeled, c'est-à-dire elle a un nom, c'est-à-dire généralisation, spécification et toute une série de relations systématiques entre les significations d'un mot. Donc, on a ici chez nous, d'une part, une ontologie des champs, des champs sémantiques, et d'autre part, toujours, si l'on veut, une ontologie des significations, une taxonomie des significations. Bon, en plus, dans notre système de Thesaurus Linguae Ricae, nous avons posé une question très simple. Pour chaque morphème de la langue que nous écrite par un caractère, on a voulu savoir quel est son rôle logique et catégorial dans les phrases de la langue. C'est-à-dire, pour chaque morphème, notre dictionnaire est un dictionnaire des utilisations de ce morphème. Faite toujours d'une façon taxonomique, évidemment. Donc, on va voir, nous faisons quelque chose qui correspond à un dictionnaire vachement plus ambitieux que le Oxford English Dictionary, qui ne nous donne pas du tout le dictionnaire de tous les morphèmes de la langue, ce qui nous semble serait l'idéal pour une langue quelconque. Bon, alors, pour nous, dans ce travail absurdement ambitieux, et le contexte social de cela est crucial. La chose sera toujours et restera toujours work in progress qu'on espère va changer au mieux par les protestations des utilisateurs. Bon, alors, ça c'est très important. Et aussi, il faut dire que nous nous basons sur la collaboration des douzaines des savants chinois sur Historical Linguistics and Philology. Ce qui nous mène à un rapport un peu fier que les plus grands des savants de la Chine ont bien voulu aller en Oslo et partager pendant des mois aux sessions très intenses, 8 heures par jour, qui restent toujours sur l'étude concrète des textes concrètes et jamais sur une théorisation des choses qui n'est pas bottom-up, c'est-à-dire qui n'est pas basée sur la considération du concret des textes chinois. C'est important que nous avons travaillé en chinois. Oui, on a parlé chinois. On a parlé des Chinois en chinois. On a trouvé cela très enrichissant.
on n'a pas voulu imposer aux Chinois des notions et des façons d'analyser leurs trucs sans les convaincre de tout cela dans leur propre langue. Et on n'a pas voulu imposer aux Chinois l'usage d'une langue anglaise ou française ou quelconque qui n'est pas leur force. Donc, l'humiliation de devoir parler leur langue, pour nous, a été une humiliation extraordinairement utile. Les résultats, quand même, je suis désolé, ont toujours été réduits à l'anglais. Je dis réduit parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas en français, en anglais. Bon, alors, c'est question pas du tout d'un idéal qu'on a suivi, mais c'est ce qui convient à la discussion de tout le monde. Bon, c'est le convenable, c'est pas du tout un idéal. Bon, le thésaurus linguae est basé maintenant physiquement, très importantement, c'est très important, à Kyoto Daigaku, où le plus grand spécialiste de IT, Information Technology pour les langues orientales, le grand professeur Christian Wittern a bien voulu dévouer la plupart de sa vie au TLS pour nous donner une base de données extraordinairement complexe qui nous convient déjà maintenant comme le workshop pour notre travail. Bon, et le leadership sur le plan sinologique, plus précisément histoire de conceptual history, c'est à Bochum le grand professeur Christian Schwermann. Bon, ici, je vous donne un peu les individus. Le grand professeur Pang Fu, il est très bien présenté ici. Je ne dois rien plus dire. Il a été l'âme de nos communications avec les intellectuels chinois sérieux et libres dans leurs pensées. Il y a aussi le grand maître de la sinologie, philologie ancienne, le plus grand maître, M. Zhou Xigui, qui nous a donné 6 mois de sa vie à Oslo et on a collaboré avec lui avec grand plaisir. Aussi le plus grand spécialiste du vocabulaire du chinois et le grand maître de la syntaxe de Chine. Je dis ça parce que cela a inspiré notre travail. Sans cela, on aurait été des étrangers qui parlent d'une chose à eux-mêmes et qui ne peuvent pas se défendre contre les plus grands savants de la Chine. Cela a été enrichissant, mais ça a été aussi une orgie de communication interculturelle, quoi. Et aussi, chez nous, toujours très présent a été Göran Malmquist, le plus grand linguiste du chinois ancien en Europe du Nord et le membre du comité du prix Nobel intellectuel suprême qui nous a supportés tous les années. Alors, nous avons une faiblesse qui est une manque des
300 personnes du Thesaurus Linguae Latinae et une tradition de 200 ans. On a seulement 30 ans. Nous avons aussi manqué l'argent qui a été là pour le Cambridge Greek Lexicon, qui nous intéresse beaucoup, parce que cela aussi a eu 30 ans à peu près, mais avec la différence que cela a été proprement financé là où nous avons mourons tout le temps sur le plan financier. Bon. Alors, dans ce dictionnaire-là, on trouve par exemple que les significations du mot écho, il y en a 55, ils sont dans une liste. Donc, c'est précisément ce que nous avons évité. On trouve ça, je trouve ça non analytique, je trouve ça clairement inférieur à cela qu'on a fait en chinois, et il faut souligner, on a évidemment fait, mais pas du tout d'une façon parfaite. Tout cela s'améliore tout le temps. Tout ce que vous pouvez trouver dans le TLS sera toujours provisionnel, sous reconstruction, sous considération, sous la critique des collaborateurs qui est toujours bienvenue. On va toujours refaire, et de toute façon, ce qu'on refait est infiniment plus ambitieux que ce qu'on a fait à Cambridge sur le grec. Et franchement, moi, je voudrais bien faire du Bailly une édition taxonomisée des significations des mots. Ça serait un travail très riche, très intéressant, qui pourrait rendre encore plus contrastible au chinois le grec ancien. Le Liddell & Scott, il nous donne aucune taxonomie des significations non plus. Bon, alors, il y a quand même des choses que nous devons apprendre. Par exemple, du dictionnaire grec, il y a là des choses qui sont vraiment, ils aident beaucoup. Par exemple, il spécifie the range of subjects. C'est très bien. Un verbe, quel sujet des phrases où cela est le verbe, hein? Quels sont les objets d'un verbe transitif? Aussi ça, il spécifie. Nous sommes nuls sur ce plan-là. Je suis désolé. Je n'avais pas cela dans la tête les derniers 30 ans. J'aurais dû avoir cette idée dans la tête tout le temps. Et aussi pour les noms, les adjectifs typiques et les modifications et tout cela. Bon, ça, c'est très, très bien dans le dictionnaire grec. Et aussi, une chose que j'ai voulu faire, que je n'ai pas pu faire, c'est que le dictionnaire CGD vous donne d'une part la paraphrase analytique de la signification d'un mot et d'autre part propose des traductions proposées, convenables ou non, à peu près. Beaucoup moins sérieux si vous voulez. Seulement des conventions pour la traduction, comment on peut se débrouiller dans la tâche impossible de la traduction. Ils font ça dans le Cambridge Greek Dictionary d'une façon beaucoup supérieure à nous dans le TLS.
aussi le sommaire des indications des typical authors, où sont trouvés les usages. Ça, c'est plus fort que chez nous, hein, c'est très bien fait. Bon, on va essayer de devenir plus fort sur ces plans. Bon, alors, ça suffit. Un autre truc auquel nous essayons de nous comparer, c'est le Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary. La réception est-elle très, très enthousiaste. Donc, c'est le chef-d'œuvre, le grand œuvre des thésaurus du monde. Et je vais dévouer le reste de cette présentation au point où le thésaurus Linguae Sericae va radicalement au-delà de ça qui se passe dans ce thésaurus et dans le dictionnaire grec de Cambridge. Donc, TLS, c'est un wiki. Donc, vous êtes tous invités d'y contribuer dès le moment où vous trouvez quelque chose à dire, à redire. Donc, dans cela, pourquoi vous pouvez avoir quelque chose à dire? C'est parce que le TLS est animé par un désir de faciliter la comparaison entre le grec, le latin et le russe et le français et l'allemand. Pourquoi ces langues? Parce qu'ils sont très bien étudiés et nous les connaissons bien. On devrait avoir beaucoup plus sur le japonais, par exemple, et tout cela va venir, mais moi, je ne peux pas joindre cet effort. Mon japonais est minable. Bon. Nous présentons l'évidence jamais sans traduction. Je suis d'opinion probablement fausse, que c'est un scandale que tellement beaucoup de citations dans Liddell and Scott Jones sont clairement problématiques, ouvertes à beaucoup de différentes interprétations. Et le dictionnaire ne nous raconte pas comment ils ont pris l'exemple qu'il nous cite. C'est cruel. Et M. Bailly a beaucoup mieux fait, mais pas du tout parfait. Mais il a aidé, il aide beaucoup plus. Bon, alors chez nous, rien est présenté sans être interprété parce que nous sommes contre l'idée que pour quelqu'un qui connaît bien le latin, les phrases latines sont disons, pas discutables, leur signification est claire. Non, rien n'est clair pour un lexicographe. Il veut bien expliquer les détails, les nuances, ici considérées dans le dictionnaire. Donc, nous trouvons le manque de traduction des matériaux présentés dangereux, même dans le Oxford English Dictionary, où quelconque pourrait exposer des phrases dans Shakespeare et partout, qui sont sous discussion. Et comment est-ce que les auteurs du OED ont voulu prendre les phrases qu'ils citent dans leur dictionnaire? Ils nous en disent rien, ils prétendent que c'est clair. Ce n'est pas du tout clair.
Alors, ça suffit. Hein. Surtout, pour nous, il y a encore une chose très importante pour nous. C'est une chose qui relate ou qui consiste dans un effet de présentation. Pendant les derniers 30 ans, j'ai toujours insisté sur la présentation des traductions, colonne à colonne, pas mot à mot, mais colonne à colonne. C'est-à-dire, chaque colonne a près de lui the offending translation of it. Je dis the offending parce qu'elle sera contestée, elle sera critiquée, elle invite la critique, mais elle est là. Il n'y a rien de présupposé dans la documentation. Là, il y a l'effort, autant que possible, de la façon de prendre l'exemple. Et surtout, l'exemple cité pour illustrer une signification est toujours donné dans le contexte entier du texte où il se manifeste, c'est-à-dire le paragraphe, le livre, c'est sous vos yeux dans le TLS. C'est-à-dire, on ne vend à nous une phrase comme illustration. Non, on vous vend une citation dans le contexte entier, littéraire, de la source. Il vous donne la source elle-même pour voir comment il faut comprendre dans le contexte littéraire la chose qui est citée. Bon, alors, le TLS, ce n'est pas seulement un dictionnaire, c'est aussi une full-text database, full-text database de la littérature ancienne chinoise. Bon, et cela m'a pris énormément de travail. J'ai commencé ce travail dans les années 90. J'étais en Chine avant que les Chinois avaient l'idée qu'une digitalisation de leurs œuvres était possible. J'étais à Fudan et aussi à Shanghai, Huadong Shifan et à Pékin Daxue, où l'on a à l'époque acheté des Macintosh pour reproduire les prodigues du petit Christophe qui leur a introduit l'idée de digitaliser les textes chinois. C'est très intéressant. Ils ont acheté beaucoup de Macintosh et après 3-4 ans, ils ont jeté beaucoup de Macintosh parce qu'ils ont fait beaucoup mieux que Christophe a pu faire. Donc, ça s'est répandu énormément vite. Mais vous voyez que le TLS oui, mais a fait partie du commencement de la digitalisation des textes anciens en chinois. Bon, ici, vous pouvez voir un exemple de la façon dont toutes les significations des mots dans la base de date TLS est présentée en idéal. C'est-à-dire, on regarde pas un 1, 2, 3, mais une taxonomie où tout est dérivé d'un acte et dérivé d'une façon
conative, une façon catégorisée de dérivation d'une signification de l'autre. Bon. Et ici, pour vous, non-sinologues, regardez que tout ce qui est un capitals, tout cela a une ambition, probablement non obtenue, d'être métalinguistique. C'est-à-dire, ce sont les catégories que moi, je voudrais bien comparer à travers les cultures et les langues. L'imitation, le seeking, le prétendre, le achieve et tout cela. Et on voit donc que les faits chinois sont étudiés par y imposer une perspective métalinguistique. Oui, et il fallait convaincre nos collègues chinois de la nécessité de faire cela. Ce n'est pas parce que c'est idéal pour le chinois, mais parce que c'est idéal pour la comparaison du chinois avec les autres. C'est idéal pour, disons avec Joseph Needham, pour mettre la Chine linguistique on the map of the world, comme dit M. Joseph Needham. Comment mettre on the map of the world? Oui, mais on a une ontologie qui se veut métalinguistique, qu'on impose à tous les langues et aussi aux Chinois. Mais, regardons-le, l'ambition est de faire une telle ontologie bottom-up, c'est-à-dire on crée les notions au fur et à mesure de la nécessité de cette notion, de ce concept, de ce champ sémantique pour l'analyse des textes concrets en chinois. Ce qu'on n'a pas trouvé en chinois ancien ne sera là, excepté le cas où c'est intéressant que, disons crudement, le cas où les Chinois sont un peu nuls sur un concept qu'on pourrait s'attendre. Ils peuvent bien dire, par exemple, peuvent-ils dire smile comme Mediao en grec? Peuvent-ils ou non? Oui, mais en Chine ancienne, non, on ne peut pas. Hein. On rit ou on ne rit pas, mais il n'y a aucun sourire. Alors, ça nous intéresse. Donc, les nuls dans l'histoire des concepts nous intéressent. Et nous les imposons aux Chinois avec plaisir. Parce qu'on peut les convaincre de cela, dans ce cas-là, tout simplement parce que dans l'histoire, ils ont développé la notion du sourire, oui. Et c'est très intéressant pour eux de constater qu'en chinois ancien, classique, il n'y avait aucun sourire. Bon, les dérivations de ce type sont très différentes dans deux types de mots chinois. Un type, c'est le wei que j'ai donné là. Un autre type, c'est le chi, qui ne se trouve pas dans la signification relevante ici, en chinois ancien, et qui a une productivité extraordinaire, radicale, totalement différente des mots classiques. Donc, on trouve qu'en Chine même, le système de polysémie n'est pas homogène. Il y a les mots classiques qui sont paisibles, disons, où les dérivations sont relativement prédisibles, systématiques.
Et il y a des mots comme chu, où j'ai donné des cours pour en donner 200 significations aisément, parce qu'on joue avec ces mots-là, vulgaires si vous voulez, vernaculaires, très courants, mais pas du tout courants textuellement dans les livres courants, dans la langue courante, beaucoup plus libre et très, disons, révolutionnaire vis-à-vis la dérivation des significations des mots classiques. Donc, cette non-homogénéité des dérivations de polysémie, ça m'intéresse beaucoup. C'est dans les langues, ça diffère. Et quand je regarde le système de signification d'un mot en grec, les dérivations grecques et les dérivations chinoises n'en sont pas identiques, mais ils sont prévisibles. Chacun dans son système différent. Cela, on a envie d'étudier. Bon, alors, on a donc 10 000 livres en chinois, on a 50 000 inscriptions bon, et on a 14 000 inscriptions sur bronze. Et on a aussi, cela qui m'intéresse beaucoup, 70 mots du chinois moderne qui nous intéresse parce qu'on veut comparer le chinois moderne et la polysémie en chinois moderne avec la polysémie en chinois ancien. Et on a besoin de faire attention à la différence entre idiolecte, sociolecte, dialecte et alors langue officielle. Et on a donc fait, dans le cadre du TLS, un dictionnaire où une personne qui parle le dialecte manchou de Pékin original est fondamental pour le développement du chinois moderne, où une dame manchoue vous explique les mots chinois dans sa propre langue maternelle. Nous donnons ainsi un dialecte du chinois comme perçu, non pas par les linguistes, mais par un parleur, un natural speaker de cette langue. Bon, alors, aussi, on a dans le vocabulaire de cette dame une dizaine de mille proverbes qui sont, en chinois moderne, du chinois classique. Cela nous semble très intéressant à comparer avec la présence du latin dans l'allemand et l'anglais et l'absence du latin dans l'italien, en fait. Aussi dans le grec, l'absence du grec classique, comparable à un répertoire de 10 000 proverbes en chinois moderne que tout le monde peut utiliser et qui sont grammaticalement totalement classiques. Donc, la grammaire et le lexique n'est pas le lexique du chinois moderne. Bon, cela nous a amusés et je ne vais pas utiliser notre temps maintenant d'y entre. Il y a ici les adresses, on peut regarder ces trucs. Une faiblesse de cela, c'est que ici, on a besoin du chinois pour se régaler des définitions en chinois, des termes chinois. Voilà. Bon.
L'analyse des entrées complexes, je dis très court, on en a parlé. Par exemple, in abuse ou in abusio, notre dictionnaire voudrait bien définir quelle notion de ab est actuelle dans abusio. Et pas seulement, comme dans le dictionnaire de l'Europe que j'ai vu, où l'on dit tout simplement c'est ab et usio. Non, c'est ab dans la signification quoi et usio dans la signification ça. Cela est nécessaire de notre opinion. Alors, a well-defined conceptual ontology, cela veut dire que en différence, en contraste avec le thésaurus du OED et aussi de WordNet, on ne prend jamais les mots-clés à la tête d'un groupe, d'un synonyme set, synset, d'un groupe de mots, d'un champ sémantique. On prend cela jamais at face value. Toutes ces notions sont toujours d'une part discriminated comme synonyme et d'autre part, ils sont définis par des concepts définis. Donc, on suit la tradition de Leibniz sur ce point. On dit jamais qu'un mot, un mot métalinguistique est clair et n'a pas besoin d'être défini, c'est toujours inséré par une définition formaliste qui est dans l'esprit de Leibniz. Ce n'est pas très original, M. Leibniz a fait tout le temps, mais je n'ai pas vu qu'on a fait cela pour les dictionnaires du grec et latin. Bon, et donc, dans ce sens-là, nous sommes au-delà du dictionnaire de Karl Darling-Bach, qui, au fond, nous dit il s'organise doucement, loosely, dans la définition des headwords. Évidemment, on a besoin de dire clairement si une utilisation est hapax legomenon ou très courant et tout cela, et chez nous, d'un coup d'œil, on peut voir si une signification est courante ou s'il est unique dans beaucoup de cas. Mais en tout cas, on a l'ambition de toujours rendre clair si une signification est marginale et ad hoc dans un contexte seulement ou si elle est courante. Pour les significations des mots, on a toujours un système de word classes, grammatical functions. En grec et latin, on en a 10 ou quelque chose comme ça. Dans le TS, on va distinguer en beaucoup plus détail. En tout, on a 1200 catégories logiques des fonctions des morphèmes en chinois. On a démontré qu'on a besoin de ça. Ici, on peut voir Clavis Syrica, A Survey of Classical Chinese Syntax, qui vous donne la plupart de ces catégories. Alors, toujours, on veut, chez nous, donner les antonymes, les converses, les opposites, les épithètes et tout cela. Et donc, on veut toujours donner le système de relations
systématique entre les mots, et c'est par ces relations que nous trouvons définie la signification d'un mot chinois. Évidemment, c'est un scandale énorme que le OED ne vous dit comment lire dans le temps de Shakespeare les mots. Hein. Évidemment, on n'en sait rien, hein, c'est contesté. Mais il n'y a aucune discussion comment lire l'anglais du temps de Shakespeare. Bon, alors on fait le contraire chez nous. On donne la lecture des caractères dans 9 phases de la langue chinoise. Donc, tous les mots, toutes les expressions du chinois sont accessibles dans leur prononciation 600 BC, 200 BC, 200 AD, 601 AD, and so on and so on. Bon, cela nous semble crucial. Pourquoi? Oh oui, mais toute la rhétorique, les rhetorical devices, allitération et tout cela dépendent de cela. Aussi, l'histoire orthographique, elle est, disons, minable dans le OED. Parce que on vous donne, par exemple, dans le cas de through, probablement 22 façons d'écrire le mot through, et moi je peux vous donner à étudier 490 façons d'écrire through. Et il n'y a aucun dictionnaire qui vous donne l'histoire de l'orthographie des mots anglais. Cela, à moi, je n'ai jamais vu un tel dictionnaire, et le dictionnaire qui donne une étude de l'orthographie du chinois en Chine est publié le 100 AD. Bon. Christophe, please. You have five minutes approximately left. That's very good. Shall I stop now? You have still four dias to show. Oui, mais on peut continuer à infinitum, probablement. Il faut discuter. Je fais un petit peu et alors. Conclusion, s'il vous plaît. Conclusion. C'est bien. Donc, chez nous, il y a donc 600 rhetorical devices qui sont attribués dans notre dictionnaire, et donc vous pouvez vous imaginer que cela donne à la rhétorique sa place propre dans un dictionnaire d'une langue. Ça on a dit, ce qui est propre pour y finir. Ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui donne la raison pour toutes ces comparaisons, c'est que moi, je suis convaincu que les handbooks américains et politiquement corrects qui nous disent, qui nous parlent du parfait de toutes les langues pour leurs purposes, that all languages are wonderful for their purposes, c'est radicalement faux, et que toutes les langues sont imparfaites et pour ça changeables, et changent pour cette raison, et que toutes les langues sont bien étudiées par y retrouver les conceptual gaps, c'est-à-dire les absences d'articulation précises dans les langues, des choses qui seront et qui sembleraient être
utile et même très important. Cette étude, dans le cas du chinois et du grec, est très intéressante. Quels sont les gaps du grec et quels sont les gaps du chinois? C'est une étude philosophique que je voudrais bien mettre au centre de nos comparaisons. Trouver les insuffisances dans les langues et ne pas seulement faire la propagande pour leur force. Ça sera pour moi central, et c'est central aussi à un livre que j'ai beaucoup aimé, Le vocabulaire européen de la philosophie, dictionnaire d'être intraduisible, qui serait vachement enrichi si l'on introduisait le chinois à la discussion. Merci beaucoup de votre patience de m'entendre trop longuement dans une langue que je ne parle pas du tout. Donc, Merci. merci beaucoup, Christophe. Non, vous parlez parfaitement le français avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Donc c'est voilà, donc c'est très bien. Merci encore. Donc nous avons peu de temps, objectivement, pour une discussion, mais néanmoins, je suis sûr que cette conférence doit susciter des réactions. Donc, qui veut prendre la parole? Voilà. Alors, please. Y a-t-il des... There are some questions or comments? S'il y a des questions ou des commentaires? Bon. Voilà. Donc, si personne n'ose prendre la parole, bah, écoutez, moi, je dis simplement, enfin, il se trouve que j'ai rencontré il y a déjà un certain temps le Christophe Arsmayer, donc j'étais tout à fait au courant de son projet. Bon, bah, évidemment, je suis extrêmement impressionné par, par l'ambition de ce travail et dont je partage un certain nombre de présupposés, disons. Mais ce qui me paraît important, c'est que ce travail est réalisé. Et disons, est en progrès. C'est-à-dire, c'est pas simplement, comme souvent, comme souvent ou parfois, une sélection d'exemples. Ça vise véritablement à couvrir un corpus considérable. Voilà. Donc, je pense que ça inviterait à faire cela pour d'autres langues. Voilà. Mais le chinois, c'est déjà une énorme contribution, naturellement. Voilà. Oui, Émilie, au centre, allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Je me posais une question. La lexicographie en Chine ancienne est particulièrement élaborée. Ouais. Dans quelle mesure est-ce que les travaux des lexicographes chinois anciens ont inspiré votre propre réflexion? Est-ce que vous vous êtes inspiré de leur démarche? Est-ce que vous avez voilà, est-ce que c'est un travail? Alors vous avez, on l'a bien compris, et c'est tout à fait admirable, beaucoup travaillé avec les lettrés chinois Mais, en chinois, ce qui est absolument formidable. Mais est-ce que vous vous êtes aussi inspiré de la lexicographie, de la façon dont les lexicographes chinois ont conçu leur dictionnaire? je suis passionné par le développement d'une culture de commentaires à une culture non ad hoc de lexicographie. Et c'est mieux, évidemment, la lexicographie des Chinois, elle est énorme, elle est extrêmement détaillée, elle est discutée dans un livre Oxford University Press, plein de fautes et de mécompréhensions. Mais, par exemple, le Shouwen Jiezi, le dictionnaire, le premier grand dictionnaire
100 ans après notre ère, ça, c'est une systématique d'analyse d'orthographie comme système unique qui n'a pas un pareil en anglais moderne même et dans le monde. Donc, c'est une systématisation des problèmes de graphie, hein, qui est passionnante. Et avec Françoise Bottero, je viens d'écrire un livre sur ce dictionnaire. Je suis sûr que quand vous aurez une analyse, vous suivez une analyse des procédures très rigides et théoriques des Chinois anciens sur ce point, vous serez aussi impressionné. Moi, je suis passionné par la beauté de l'attention. Et c'est une attention pas du tout ad hoc. Ici, c'est comme ça, ou descriptif. Ici, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Non, c'est systématique. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant. Merci, merci beaucoup. Alors, et donc, y aurait-il, nous aurons peut-être le temps pour une question, mais brève, s'il vous plaît. Oui. Alors moi j'avais une remarque mais dont vous avez parlé, mais qui m'a, enfin tout ce que vous avez dit m'a passionné. Et en tout cas, c'est justement qu'il y a des, comme vous dites, des gaps, c'est-à-dire des blancs ou des trous dans les langues. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des notions que telle ou telle langue n'exprime pas. Vous voyez. Et donc ça, ça c'est bon, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait c'est la contrepartie de l'étude de ce qui existe. Vous voyez. Mais il y a aussi ce qui n'existe pas. Et ça, bon, c'est très important si on veut faire de la sémantique comparée. Ben, vous voyez, ce sont des problèmes que j'ai rencontrés mais pour des questions vraiment spécifiques. C'est assez amusant. Vous ayez parlé du sourire et du rire. En fait, il y a des langues qui n'ont pas, plusieurs langues n'ont pas cette distinction. Vous voyez, entre sourire et rire. Il y a un seul verbe ou un seul mot enfin, pour rire qui sert aussi pour sourire. Vous voyez, il y a des langues au contraire qui différencient les deux. Vous voyez, enfin, c'est un détail, c'est un point particulier. Hein. Mais disons que c'est, vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut, c'est-à-dire que le problème c'est toujours le même, c'est si on prend des cas particuliers et qu'on analyse les uns après les autres. Bon, effectivement, ça peut durer des décennies, c'est pas. Mais surtout, c'est très important de faire ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on puisse faire le point sur une langue très importante, une langue de culture connue depuis des millénaires. Donc et donc voilà, et donc ça c'est évidemment, ça sera très précieux pour tous ceux qui feront un travail comparatif en matière de sémantique. Et d'évolution sémantique. Et d'évolution sémantique. C'est ça qui m'amuse. C'est la question que posait Meillet. Comment et pourquoi les mots changent de sens? Oui, mais c'est ça, c'est tellement intéressant. Ah oui. Brèvement, très bref. On a 5 mots en chinois ancien pour le rire, dont les 4 sont jamais utilisés. Et après, à la dynastie Ming 1600, il y en a 600 mots pour le rire. Bon, alors, on voit que la langue devient totalement autre chose par cette transformation de ce champ. Hein. 4 mots, un mot utilisé contre, j'ai rassemblé 672 mots pour le rire en chinois. Et j'ai me senti responsable pour tout, pour toute façon de rire. Et bon, alors on peut voir le développement dont vous parlez, c'est tellement important. Oui, ben alors merci beaucoup. Eh bien, merci encore pour cette magnifique conférence. Et donc nous devons conclure cette première session du matin. Et donc maintenant, nous avons une courte interruption
avant de passer aux deux sessions parallèles.